Monsieur Alain Foka, journaliste à RFI. Bonjour Alain Foka. Bonjour et merci de me recevoir. Bienvenue sur Film FM et merci de participer donc à ce plateau spécial. Mohamed Mara. Alors, Monsieur Foka, vous qui suivez l'actualité guinéenne depuis assez longtemps, vous étiez à Conakry encore il y a un mois. Je rappelle que vous êtes parti, si je ne m'abuse, le 13 novembre, après une interview avec le colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, quel était votre premier ressenti quand vous avez rencontré ce colosse au physique de Goliath, et comment, durant tout l'entretien, quel a été d'abord votre premier ressenti lorsque vous l'avez rencontré? Mon premier ressenti est celui d'un Africain qui rencontre un panafricaniste qui dit les choses, qui est fier d'être guinéen et qui est surtout animé par le désir du changement. Nous avons eu une conversation où je suis arrivé, je m'attendais à avoir un visage. J'ai eu quelqu'un qui était poli, correct, et qui manifestement savait ce qu'il avait envie de faire et qui expliquait les choses avec simplicité, mais qui corrigeait aussi certaines rumeurs colportées par une certaine presse, parce qu'on ne le connaissait pas, on ne l'attendait pas là. C'était logique que la presse ait des informations parfois erronées. Donc j'ai écouté un monsieur qui avait l'air de savoir ce qu'il voulait, qui avait l'air d'aimer son pays. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'était la simplicité dans laquelle on s'est vu. C'est-à-dire, depuis une trentaine d'années, je fréquente un peu les chancelleries africaines. Je pense que j'ai rencontré la majorité des chefs d'État du sud du Sahara. Et je n'avais jamais vu quelqu'un qui fonctionnait comme si on était dans une caserne militaire, c'est-à-dire on a déjeuné ensemble et on mangeait comme on aurait mangé au quartier. Hein. Chacun allait se servir. Lui, il allait se servir. Il n'y avait pas de serveuse, il n'y avait pas tout le cinéma qui accompagne ce genre de situation. Et il buvait de l'eau, je buvais un jus, ce que je ne rencontre pas généralement dans les présidences. Je pense que ça mettait un peu le ton. On se disait, on n'était pas dans quelque chose où les bonhommes étaient en train de venir s'en mettre plein les poches. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais en tout cas, c'est ce que j'ai eu comme ressenti. Et puis, nous avons discuté de la suite, où il me disait, vous êtes mon grand frère, je vous écoutais depuis longtemps sur les médias, avec Archives d'Afrique, avec le débat africain, et j'aime ce que vous faites. Je dois vous dire la vérité, j'ai pas l'intention de garder le pouvoir, ça ne m'intéresse pas du tout. Il avait l'air très sincère. Puis ensuite, on a parlé de la suite, de la manière dont les ministres étaient choisis, qui était un véritable casting, une véritable démarche. Je n'avais encore jamais vu ça. Donc, forcément, ça force un peu votre activation. Ça change l'idée que vous avez au départ. Et vous vous dites pourquoi pas. Puis, quand il vous dit, moi, je vais remettre le pouvoir, je lui ai dit chiche parce que si vous ne remettez pas de la même façon, on va vous vilipender, on dénoncera. Il m'a dit, grand frère, si je fais ça, vous pouvez me traiter de tous les noms si vous voulez demain. Donc forcément, quand vous êtes africain, quand vous êtes panafricaniste, vous vous dites pourquoi pas. Et vous regardez ce qui se passe ensuite. Donc je suis dans le regard en ayant plutôt un a priori favorable sur cette démarche-là. Voilà. Bien. Alors 100 jours après donc que ce colonel ait pris le pouvoir des mains de celui-là qu'il a présenté au grand jour aux Guinéens, après un long séjour du côté de l'Hexagone, d'ailleurs où il a appartenu à la Légion étrangère. Mais 100 jours après, pour vous, qui avez quand même observé pas mal de transitions militaires. Je rappelle que vous aviez particulièrement suivi la transition conduite par Moussa Dadis Camara. On se rappelle d'ailleurs encore vos mots, mais ensuite Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y a des similitudes que vous remarquez, ou alors est-ce que vous pensez que là, nous sommes dans une rupture totale qui puisse annoncer un renouveau pour la Guinée? Je peux me tromper, hein, je vais dire, je n'ai pas la science infuse, mais on ne peut pas comparer les deux transitions. C'est le jour et la nuit. Avec tout le respect que je peux avoir pour Moussa Dadis Camara, c'est pas le même calibre. Là, on a affaire à des gens qui ont envie,
qui sont pétris un peu on va dire, de modèles, d'icônes. Ils veulent ressembler à des icônes. Il m'a parlé de Jerry Rawlings, il m'a parlé de Thomas Sankara. Ils ont envie de rentrer dans l'histoire, donc ils ont envie de changer les choses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il a su prendre langue avec les différents dirigeants de la sous-région en étant très respectueux. Et puis ce que je remarque, c'est que contrairement à l'époque où on attrapait les gens, on les mettait en prison un peu à la hâte, sans trop comprendre pourquoi, vous remarquerez qu'il a quand même libéré le président Alpha Condé. Et que le président Alpha Condé est en Guinée. Moi, je me souviens, avant que les gens en parlent dans les médias, avant que ça ne devienne officiel, que nous en avions parlé, et ces services ont dit on va le libérer dans quelques jours, on va le libérer, on attend que sa femme soit là, il va vivre à la maison. Et le président disait j'ai du respect pour ce monsieur-là, il a fait ce qu'il avait à faire pour la Guinée, mais ça n'allait plus dans le bon sens. Mais vous remarquerez qu'il est libre. Et que contrairement à ce que l'on dit, c'est-à-dire que ce serait la CEDEAO qui aurait mis la pression, c'est faux. C'est faux parce que le président Condé ne voulait pas aller à l'étranger, il a respecté, il est resté respectueux de ce qu'il a demandé. On va dire, Foka est-il pour les coups d'État en Afrique? Je dirais, je n'ai pas le même logiciel que les autres forcément. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait avancer l'Afrique, si ça passe par un coup d'État, pourquoi pas? Oui. Je n'encouragerai pas, mais il existe des situations où ça peut être salutaire. Et que au Ghana, quand on parle des grands noms qui ont mis le Ghana sur la voie de la démocratie, c'est un militaire qui a fait un coup d'État, Jerry Rawlings. Ok, Thomas Sankara qui est montré en icône, c'est un putschiste. D'accord? On a tendance à l'oublier. Paul Kagame, que l'on montre en exemple aujourd'hui, c'est un ancien militaire qui a effectué un putsch. Donc, je ne suis pas dans cette religion-là qui veut que tout d'un coup on mette tout le monde dans le même sac. Maintenant, si quelqu'un a fait un putsch et qu'il a mis son pays sur la voie, sur les rails, qu'il lui a proposé une autre solution, qu'il a mis fin à une certaine gabegie, qu'il a mis fin à une certaine corruption, moi j'adhère plutôt. Je ne dis pas que je lui fais un blanc-seing à Mamadi Doumbouya, mais pour l'instant, ce que je regarde un homme qui a envie de changer les choses, qui a envie de modifier son pays, qui a envie de réconcilier les gens, et quand vous l'entendez parler, il vous dit qu'il veut que les Guinéens se parlent, qu'on sorte de cette schizophrénie qui animait ce pays-là, où il y avait une partie de la population qui était censée être le diable. D'accord. Alors, si vous aviez Les gens étaient divisés. Oui, si vous aviez une recommandation, un conseil aujourd'hui à donner, que ce soit au colonel Doumbouya ou à l'ensemble du CNRD, dans un environnement où, vous l'avez vu, la CEDEAO est extrêmement rigide sur la durée de cette transition. Mais vous le remarquerez d'ailleurs que les Guinéens, eux, ont un autre discours. Nous sommes moins pressés que la CEDEAO dans cette histoire. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à la junte au pouvoir en Guinée pour tenter de desserrer un peu l'étau de la communauté internationale, vous le savez, ce fameux principe de subsidiarité qui risque de nous tomber dessus si on ne s'entend pas avec la CEDEAO. Comment aujourd'hui amener les chefs d'État de la sous-région à être un peu plus compréhensibles face à la situation guinéenne, quelque part dont ils sont un peu responsables, parce que tout le monde a vu cette situation-là arriver avec cette histoire de troisième mandat depuis 2-3 ans. Bon, aussi tenté que je puisse donner un conseil, parce que qui suis-je pour pouvoir donner un conseil? Je ne suis jamais qu'un journaliste et je n'ai pas plus de mérite qu'un autre. Mais en panafricanisme, j'ai juste envie de dire que j'ai rencontré certains chefs d'État qui, au sein de la CEDEAO, expriment un point de vue qui est un point de vue de principe, mais qui ont quand même une certaine empathie, une certaine amitié, un certain respect pour le président Doumbouya. Je ne suis pas dans la religion de faire vite pour recommencer les mêmes erreurs. Je pense qu'il faut un certain temps pour mettre tout sur les rails pour que ça parte. Et ces chefs d'État, même qui sont au sein de la CEDEAO, vous disent très clairement qu'ils ne croient pas au principe du 6 mois, puisque ça ne sert à rien de faire comme si, parce qu'on est allé aux élections, on a résolu le problème. Je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pense, et je le dis d'expérience, j'ai rencontré 5 des chefs d'État de la sous-région de CEDEAO qui, vis-à-vis de lui, disaient oui, il faut juste qu'il nous donne un délai, mais on est conscient que
il faut du temps pour mettre les choses sur les rails et que s'il manifeste une certaine volonté de mettre les choses sur les rails, on va lui accorder un peu de temps. Mais il faut qu'il sorte un peu de cette situation de principe qui fait qu'on lui met la pression, et qu'il risque de céder à un moment donné. Le résultat est le même dans d'autres pays. Mais là, dans le cas d'espèce, il montre de la bonne volonté. Il va donner des gages aussi. Il ne faut pas non plus qu'on lui fasse un chèque en blanc. Il va dire à un moment donné, je peux aller jusqu'à telle date en faisant ceci, en faisant ceci. Il y a la CEDEAO de comprendre que là, elle a affaire à quelqu'un qui a envie de modifier. Parce que c'est une nouvelle génération. C'est une génération de jeunes qui est très, très panafricaniste, qui est débarrassé des complexes que les gens de ma génération et mes aînés ont eus et qui veulent changer cette Afrique. Et il faut qu'on arrête de faire semblant. Il faut qu'on arrête avec cette pression qui vient de l'Occident, qui absolument veut que l'on fasse ci pour qu'il continue de faire des affaires, etc., etc. Là, le président Doumbouya, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps pour qu'il arrive à remettre les choses sur les rails. Et quand vous dites qu'il faut lui donner du temps, vous pensez à combien d'années? Oh, je ne peux pas dire que j'ai des années dans l'esprit. Je ne suis pas un politique, mais je pense qu'il faut déjà que les Guinéens se soient parlé entre eux, que les Guinéens aient mis sur pied un nouveau système qui ne soit pas celui d'hier, pour éviter de retomber dans les mêmes travers, parce que la Guinée a connu trop de coups d'État, la Guinée a connu trop de difficultés. Peut-être qu'il faut remettre les compteurs à zéro, se mettre d'accord sur le principe avant de repartir. Bien. Et je pense que c'est important d'en parler. Alain Foka de RFI, donc en direct sur film. Dernière question avec vous, Koumba Diallo. Avant-dernière question alors. Monsieur Alain Foka, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Vous avez eu le temps d'avoir des confidences avec le colonel Doumbouya. Est-ce qu'il vous a expliqué son histoire? Est-ce qu'il vous a expliqué les principales valeurs de son âme? Est-ce que, par ailleurs, il vous a expliqué le bilan du coup d'État? Le président m'a fait quelques confidences, mais je ne peux pas dire que je sois un grand confident du président. Non. Il m'a fait l'honneur de me recevoir et de me parler comme on parle à un aîné, alors que c'est lui qui a le pouvoir, il n'avait pas besoin de le faire, mais il m'a quand même fait des confidences en disant, lui, il n'avait pas l'intention de faire un coup d'État. C'était pas son intention au départ. Mais vu la gabegie, vu le désordre qui était en train de s'installer, vu les divisions, il ne pouvait pas rester insensible à ça. Mais maintenant, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui n'étaient pas réelles. Est-ce que par hasard, il vous a expliqué une menace d'arrestation qui pèserait sur lui par hasard? Avant le coup d'État. Avant le coup d'État. Ah, parce non. qu'il n'avait pas l'intention de faire un coup d'État, vous l'avez dit. C'était des histoires. Oui, mais il m'a dit que c'était des histoires, qu'il ne s'est jamais senti menacé d'arrestation, parce que je lui ai posé la question. Il me dit, les gens le diront beaucoup, mais ma vérité est celle que je vous dis, tout simplement. Donc, les histoires d'arrestation, je ne suis pas très au courant. Maintenant, il m'a dit ce qu'il avait envie de dire aussi. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'il veut changer les choses. Et puis, l'histoire du coup d'État en lui-même, pour moi, n'était pas la chose la plus importante. C'était ce que vous avez dit au début de votre question, c'était les valeurs qui l'animaient. Bien. Et les valeurs qui l'animaient, qui sont le patriotisme, je pense qu'il l'a. Les valeurs de respect de l'autre, je pense qu'il a montré aujourd'hui en libérant un certain nombre de personnes. La lutte contre la corruption, il en a envie. Et quand vous regardez comment il est allé chercher son premier ministre, il a cherché des gens qui n'avaient pas de casserole pour l'instant pour entrer dans le gouvernement. Peut-être qu'ils vont faire des bêtises aussi, je ne dis pas qu'ils soient des saints. Mais ce qui l'animait, c'était surtout ça. C'était de dire, j'apporte des nouvelles gens qui ne souffrent pas des maladies du passé. Et ça, c'était ce qui me séduisait. Et ensuite, à chaque fois où il parlait des aînés avec respect. Je ne sais pas si vous avez été à la présidence ces derniers temps, mais on a plutôt l'impression que c'est une caserne militaire, c'est-à-dire les ors du palais, il n'y en a pas. D'abord, on mange au palais comme on mangerait au marché du coin. Et je pense qu'il faut respecter ça. En tout cas, ça me séduit pour l'instant. Je ne dis pas que je suis béat, je ne dis pas que je ne critiquerai pas s'ils font des bêtises. C'est notre métier de journaliste. Mais en même temps, il faut de temps en temps dire les choses comme on les ressent, pas juste être avec la meute et dire du mal pour faire bien. Je n'ai pas envie de dire du mal quand il n'y a pas de mal. Pour l'instant, il n'y en a pas que je note. Ça va peut-être arriver et à ce moment-là, on avisera et on dira ce qu'il y a.
Bien. La dernière question. Allez. Alors, mon cher, L'avant-dernière encore. mon cher Alain, vous êtes un habitué des palais présidentiels et vous savez, comme tout le monde déjà, que la carcime de cette transition reste sur la détention de l'ancien président Alpha Condé, que j'imagine vous avez suffisamment côtoyé. Que retenez-vous de l'homme, en définitive? De l'homme Alpha Condé? Oui. Qu'il est un peu ma déception, un tout petit peu, une partie de ma déception, parce que j'y ai cru, parce qu'il a été un opposant farouche au président précédent, parce que pour moi il symbolisait l'intellectuel qui arrive aux affaires, et que je suis un peu déçu de comment ça s'est terminé. Il a travaillé, hein, il ne faut pas donner l'impression non plus qu'il n'a rien fait. Je pense que vous les Guinéens, vous le connaissez. Seulement, la corruption ambiante, la division n'est pas de nature à permettre à un pays de se développer. Et c'est ça qui m'a surpris en lui. Parce qu'ayant été lui-même ostracisé, je n'ai pas compris qu'il reprenne les mêmes choses. Et cette façon de voir le mal dans une tribu, dans une région, j'estime qu'un intellectuel ne doit pas avoir cette maladie. Ouais. C'est ce qui m'a déçu en lui, profondément. Bien. Voilà. La toute dernière question avec vous, Ibrahima Sow Lincoln. Alors, Alain Foucault, en tant que journaliste ami de la Guinée, panafricain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les actes posés par le colonel Doumbouya durant ces 100 jours à la tête de la Guinée? D'abord, le choix de ses ministres, le choix des hommes qui vont travailler avec lui. Le fait que ce ne soit pas entre copains, le fait que ce ne soit pas des militaires, hein, que des militaires à la retraite à l'intérieur de son régime, dont on ne parlera pas d'une junte, ça c'est le premier geste. La manière de les choisir et le type de personne qu'il a mis à la tête de ce gouvernement, Bervogi. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la libération d'Alpha Condé. Qui ne se retrouve pas en prison dans des conditions dantesques, comme c'est généralement le cas. Ça montre qu'il a envie de changer les choses. Et puis, on va juger, 100 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est des premiers gestes qui parlent. Et cette façon de s'adresser aux différents chefs d'État de la sous-région, en les appelant directement et en se présentant non pas comme le grand conquérant, mais comme un petit frère qui a envie de changer son pays avec leur aide. C'est important. Bien. C'était donc Alain. Pour les 100 jours. Donc bilan des 100 jours globalement positif de votre point de vue. On va dire ça comme ça. Maintenant, il peut y avoir des choses que je ne connais pas. Je ne suis pas au quotidien à Conakry, mais c'est ce que je garderai des 100 premiers jours. Très bien. Voilà. Merci à vous, Alain Foucault, journaliste à RFI. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. C'était donc le regard de ce journaliste politique qui est un habitué de la scène politique africaine.